Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci aux organisateurs de ces et organisatrices de cette journée. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous. Je corrige juste un tout petit peu. Mexico s'est terminé hier et à partir d'aujourd'hui, c'est Paris pour quelques années. Alors ce que je voudrais faire rapidement, c'est pour répondre à cette question-là, essayer de mettre en perspective. Ça va être un peu grossier. Je vous prie de m'en excuser à l'avance. Des expériences de recherche sur des logiques de fonctionnement transnationales, je dirais de façon très très marquée, très classique aussi, on pourrait dire, entre le Mexique et les États-Unis, qui sont pour moi des recherches assez anciennes, enfin qui ont commencé il y a longtemps, et puis des recherches plus actuelles qui sont sur des migrants centra-américains dans les contextes actuels. En route vers les États-Unis, mais aussi en situation de blocage tout au long des parcours, en particulier au Mexique, et puis auxquels j'associe aussi maintenant des réflexions sur d'autres populations venant de plus loin, mais vivant un peu les mêmes types de contraintes à la mobilité, et donc qui requestionnent les possibilités de la construction de dispositifs transnationaux. Alors une fois dit cela, des exemples concrets ou des dimensions concrètes du transnationalisme entre Mexique et États-Unis. Alors la littérature en fourmille, hein, il y en a énormément. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de voir comment il y avait à la fois donc la construction d'un certain nombre de relations sociales à forte dimension économique, hein, qu'il faut évidemment pas oublier, dans des logiques de circulation, de l'échange, de la mobilité des personnes, des marchandises, des biens, de l'information, etc. Et comment ces ensembles de dispositifs créent des conditions spécifiques à la fois pour la reconduction de logiques migratoires et sa perduration sur le temps long. Et là, il y a vraiment une inscription dans le temps long qui me semble importante à mettre en avant. Et les effets de l'existence de ces dispositifs transnationaux sur les environnements dans lesquels ils ont lieu, qui est parfois une dimension qu'on évacue un petit peu quand on parle des systèmes transnationaux. On a un peu tendance à regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes-là, et un peu moins peut-être à ce que ça produit dans les environnements où ils donnent des effets, disons. Au Mexique, pour prendre quelques exemples très concrets, on avait à une époque, et c'est encore vrai aujourd'hui, peut-être à un degré un peu moindre, on avait un certain nombre de types d'activités qui n'étaient pas envisageables. Si vous vouliez, par exemple, vous lanciez dans le business de vente d'automobiles d'occasion, ça n'allait pas marcher. Si vous vouliez vendre des réfrigérateurs, ça n'allait pas marcher. Dans certaines régions du Mexique, hein, je parle pas de manière générale. Pourquoi? Parce qu'il y avait des circulations de ces marchandises-là dans ces dispositifs transnationaux qui vous rendaient le business impossible, hein, par des effets de prix. Hein. La voiture d'occasion venait des États-Unis, le réfrigérateur était rapporté, etc., à des prix qui défiaient toute concurrence par rapport à ce que vous auriez pu vendre en l'important au Mexique ou en le faisant produire, etc. Donc là, on avait un exemple très très concret de logique transnationale qui s'était surimposée à des environnements locaux. On pourrait dire à peu près la même chose, mais dans l'autre sens, de la prolifération des activités liées au déplacement, au transport, donc des agences de voyage, des agences de convoiement de fonds, hein, ce qu'on pourrait appeler des agences de convoiement de fonds, qui localement, soit depuis les États-Unis, soit depuis le Mexique, se mettaient en place, hein, et permettaient d'irriguer, disons, cette circulation sous des formes qui pouvaient être soit très formelles, soit très informelles, mais qui donnait la vie, disons, de ces systèmes transnationaux de la circulation. Ce que je veux dire en parlant de ces exemples-là, c'est qu'on avait et on a toujours des logiques qui étaient basées sur une certaine facilité de la circulation, une certaine facilité par des savoir-faire. Je crois que là, il y a une dimension quand même assez importante dans l'idée même des logiques transnationales. C'est celle de la mise en avant d'un savoir-faire circuler, d'un savoir se déplacer, etc. D'une part. D'autre part, l'idée que, quand je disais tout à l'heure d'une construction dans la durée, il y a évidemment des phénomènes de transmission de ces savoirs. Et je fais une petite parenthèse par rapport à la discussion de ce matin. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la littérature sur le transnationalisme débute dans les années 90, au début des années 90.
je crois qu'effectivement, mais ça a été bien dit, hein, les phénomènes qui relèvent de ce qu'on a appelé ensuite le transnationalisme sont beaucoup plus anciens. Et dans le cas Mexique-États-Unis, dès la circulation de travailleurs agricoles à partir des années 40, hein, à partir donc de la Seconde Guerre mondiale, on voit très bien comment se mettent en place ces logiques de l'échange de l'information, de rapporter de l'argent à domicile, etc. Et donc, quand je dis inscription dans la durée, hein, il y a des générations qui ont profité de ce qui avait été fait auparavant pour le mettre en œuvre et le mettre en œuvre plus aisément que des pionniers, disons, que ceux qui avaient eu à le développer. On a aussi un effet dans le temps long de que deviennent ces logiques transnationales avec les changements de génération. Et c'est une question qui s'est beaucoup posée, pardon, pour les communautés mexicaines aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe avec la deuxième, avec la troisième génération? Est-ce que ces logiques de la circulation, ces dispositifs transnationaux peuvent perdurer, etc. La réponse est un peu complexe, mais dans l'ensemble, on observe qu'il y a un certain nombre de choses qui sont devenues structurelles. Et notamment, je reviens à ce que j'ai développé tout à l'heure, dans les environnements locaux, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique, on a pu bénéficier de cette existence, à la fois de ce savoir-faire et des dispositifs très concrets qui les ont permis sur la longue durée. Évidemment, on les renouvelle, et on les renouvelle par rapport à des conditions qui sont elles-mêmes changeantes. Et là, je reprends un exemple, celui de la circulation de l'argent, qui à la fin des années 80 ou dans les années 90, se faisait en liquide par des minibus qui s'étaient spécialisés, qui transportaient des sommes d'argent assez impressionnantes, hein. Ont été mises en concurrence évidemment par le transfert électronique notamment, et ont su se diversifier. Alors elles se sont diversifiées vers des marchandises d'abord, et puis ensuite elles se sont diversifiées vers le transport des personnes, et donc avec des logiques qui elles ont pu bénéficier de ces acquis sur la longue durée. Certains disent qu'elles ont aussi bénéficié à certains trafics illicites. C'est plus difficile évidemment à mesurer, et je ne me risque pas beaucoup sur ces terrains-là parce qu'évidemment ça peut être repris, hein, sous une forme de dire la circulation de la drogue est très liée au phénomène migratoire, ce qui est beaucoup questionné par ailleurs et qui n'est pas forcément très pertinent. Mais enfin, quelles que soient les formes de circulation, les armes dans l'autre sens, d'ailleurs, ça a été aussi beaucoup signalé. Quelle que soit la forme de circulation, ce qui est intéressant, je crois, c'est la construction sur la durée, hein, et cette capacité finalement à maintenir des limites transnationales. Mais en les recontextualisant, en les adaptant à des contextes très concrets. Deux remarques à propos de ces circulations et de ces dispositifs transnationaux mexicains. Ils sont d'abord socialement extrêmement structurés. Et là, je crois que c'est aussi peut-être, ça a été beaucoup fait, hein, mais c'est aussi une remise en cause, ou en tout cas un approfondissement peut-être des logiques transnationales. C'est que ces logiques transnationales fonctionnent sur du réseau, on le sait, ça a été dit. Ces réseaux, hein, il y a un prix d'accès au réseau, il y a un coût, disons, pour être partie de ces réseaux. Si on a beaucoup dit que la migration, c'était pas l'affaire des plus pauvres, hein, ça a été énormément dit dans la littérature. Moi, je crois qu'il faudrait ajouter pas uniquement des plus pauvres économiquement, hein, c'est aussi les personnes qui n'ont pas pu bénéficier d'un certain nombre de ressources, et notamment de ressources culturelles ou sociales, pour s'intégrer à ces réseaux-là. Et donc ça crée aussi des structurations assez fortes, des rapports de pouvoir dans ces réseaux transnationaux, dans le champ ou dans le contexte de Mexique et États-Unis. Donc socialement. Territorialement également, hein, et c'est une des autres critiques, je crois que je suivrai volontiers Nancy sur cette piste-là et d'autres collègues. Les espaces, ce qu'on a appelé à un moment donné les espaces de circulation transnationale, ont eu tendance à minimiser ce que dans d'autres littératures et chez les géographes on appellerait la rugosité de l'espace, et donc que ce n'était pas parce qu'il y avait des dispositifs transnationaux que la question de la distance, la question du franchissement des frontières, la question des intermédiaires du déplacement cessait d'exister. Donc cette idée qu'on avait complètement absorbé la question de la distance ou de l'espacement dans l'espace de ces communautés-là m'avait apparu à cette époque un petit peu trop rapidement gommée. Elle existe, hein, et on voit bien comment elle ressurgit, ou
à différents moments, comment elle a ressurgi avec la question des franchissements de frontières. On a par exemple notamment dit, et je crois avec raison, que plus la frontière devient difficile à franchir, plus le fait que des personnes circulaient est mis en question, et donc que, au lieu de revenir au pays d'origine au bout d'un certain temps, on finissait par rester dans le pays d'accueil. Ça a été énormément travaillé, mais avec cette idée que finalement, l'idée même du maintien sur la longue distance de ces relations permises par des dispositifs transnationaux pouvait tendre en soi à ne plus envisager qu'il y avait ces rugosités de l'espace, et que les rugosités de l'espace revenaient, disons, en boomerang sur le fait que il y avait un certain coût à les maintenir, et donc finalement il valait peut-être mieux rester dans le pays d'installation. Puis ensuite, l'idée que dans le pays d'installation, si on a un statut légal, un statut vis-à-vis de la loi qui ne permet pas cette circulation, continuer à revenir dans le pays d'origine, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir rentrer. Donc avec une fixation, enfin des phénomènes qui contribuaient à fixer les populations dans un des deux pôles de cet espace qui, anciennement, pouvait être de circulation beaucoup plus facile. Donc ces quelques considérations m'amènent à des contextes beaucoup plus actuels et beaucoup plus, à mon avis, qui questionnent la construction des dispositifs transnationaux dans le cas des migrations, notamment centra-américaines contemporaines. La question que je me suis posée à un moment donné, c'est de dire finalement, est-ce que c'est pas une logique historique et que il y aura des dispositifs transnationaux centra-américains dans 10 ans ou dans 20 ans, quand il y aura une certaine maturité, disons, de ces systèmes migratoires. Alors, quand on cherche à répondre à ça, on se dit, de toute façon, les dispositifs transnationaux centra-américains, ils existent déjà, avec les communautés salvadoriennes, honduriennes, guatémaltèques, installées aux États-Unis, installées au Mexique, etc. Et pourtant, on sent bien que ça répond pas à la question actuelle, parce que la question actuelle, elle est basée sur l'impossibilité de mettre en œuvre des formes de circulation dans les contextes des politiques migratoires actuelles et dans le contexte non seulement du renforcement de la frontière, mais de son épaississement. Et les collègues qui parlent de l'épaississement de la frontière, de l'élargissement de l'espace de frontière, montrent bien qu'on n'en sait pas les limites. Si on a pu partir de l'idée que la frontière n'est plus une ligne, mais qu'elle s'étend dans l'espace, on voit très bien qu'on ne sait pas bien, autant on sait d'où elle est partie de cette fameuse ligne, autant on ne sait pas bien où est-ce qu'elle va s'arrêter en matière d'épaisseur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'avec l'externalisation des politiques migratoires, cette épaisseur de la frontière fait que tout l'espace de la circulation ou tout l'espace de la possible mobilité est un espace soumis à ces logiques de contrôle, à ces logiques de contrainte. Donc la rugosité dont je parlais tout à l'heure, elle est quasiment généralisée. On est dans un contexte où la construction de dispositifs transnationaux est difficile. On est aussi dans un contexte où finalement on peut considérer que l'impossibilité de la mobilité crée des situations assez nouvelles dans les cas qui m'intéressent, qu'on a pu observer ailleurs. Ce sont finalement un ensemble de petits espaces intermédiaires ou de lieux dans lesquels il va y avoir des concentrations de populations qui viennent des mêmes villages ou des mêmes villes, mais sans que ces destinations-là aient été choisies. Donc des destinations qui sont des destinations de l'attente, du blocage, de la présence plus ou moins longue, temporaire, etc., qui, elle également, complique cette logique du transnational ou des circulations et du maintien en lien. Pour autant, si elles sont compliquées, elles ne sont pas inexistantes. Et là, de ce point de vue-là, c'est ce qui existe qui m'intéresse, même si c'est beaucoup moins donc perceptible, beaucoup moins marquant, beaucoup moins avec des effets beaucoup moindres que dans ce que je signalais auparavant. Et pourquoi elles ne sont pas absentes ? Parce qu'elles sont nécessaires. Et à mon sens, on peut aujourd'hui parler de la construction de formes transnationales, mais non pas sur la dimension de l'acteur ou disons de l'agency, c'est-à-dire de la volonté de les construire, mais sur la nécessité d'essayer de recourir à des dispositifs transnationaux
qui pourrait être utile ou qui pourrait être vécu, disons, comme de la ressource. Et là, je prends un seul exemple. Enfin, je peux peut-être en prendre deux si j'ai le temps. Mais l'exemple que je voudrais partager avec vous, c'est celui des transferts monétaires, hein, dont on a beaucoup dit qu'il était lié à la question donc de l'existence de ce que d'autres, avant d'appeler espace transnational, avaient appelé champ migratoire, hein, ou espace relationnel. Hein, si on fait un peu d'archéologie des notions, hein, on va en rencontrer d'autres. Mais dont ils avaient dit hein, que c'était une des formes structurantes, donc de l'envoi de l'argent depuis les lieux d'installation vers les lieux d'origine. Ce qu'on voit dans la migration centra-américaine actuelle, c'est qu'il y a une complexification de ces logiques de la circulation de l'argent, et qu'on peut avoir des populations qui, bloquées dans leur transit, hein, vont avoir recours à de l'envoi d'argent, mais de façon beaucoup plus diversifiée. Ça peut être une famille ou une partie de la famille installée aux États-Unis qui va envoyer l'argent à un migrant là où elle va pouvoir le localiser, hein, c'est-à-dire dans une localité mexicaine pour l'aider à continuer son voyage. Ça peut être ce même migrant qui lui-même va avoir des nécessités d'aider la famille dans le lieu d'origine, donc il va envoyer l'argent, ou bien ça peut être sous la forme plus classique, hein, la famille centra-américaine installée à Dallas ou à Chicago, qui va envoyer au Honduras ou au Salvador de l'argent. Donc on a une forme de complexification de ces dispositifs transnationaux au gré hein, de la complexification des espaces et de la complexification des logiques de contrôle dans ces espaces. Ce qui est tout de même à remarquer dans ces systèmes-là, c'est que finalement, on produit, il me semble que l'on produit du transnational, ou les acteurs de ces questions migratoires produisent du transnational là où ils sont, et malgré les contraintes qui sont les leurs, mais comme la nécessité d'accéder à quelque chose qui fasse ressource. Alors l'exemple de l'argent est peut-être le plus évident, mais il y en a un autre qui me semble aujourd'hui tout aussi intéressant dans ces contextes-là, et qui a été travaillé dans d'autres contextes. C'est celui de la ressource technologique, de dispositifs qu'on peut aussi qualifier, me semble-t-il, de transnationaux, qui est celui de l'existence d'un nombre d'informations qui circulent par les réseaux numériques ou qui circulent, disons, via Internet, etc. Et je ne sais pas le terme s'il est bon, mais qu'on pourrait appeler du transnational par procuration, ce que je veux dire par là, qui ne serait pas produit, qui serait pas la résultante d'une production familiale, communautaire, sociale, individuelle, mais qui serait quelque chose auquel on tente d'avoir accès dans sa mobilité bloquée, dans sa mobilité, disons, entravée, et qui, à travers cette petite porte d'entrée, permettrait d'ouvrir à des dispositifs transnationaux préexistants, ou ceux d'autres. Et on le voit beaucoup aujourd'hui avec les migrants haïtiens, ou avec les migrants cubains, ou avec les migrants en provenance d'encore plus loin, hein, qui, pour leur traversée du Mexique, s'appuient sur un certain nombre d'informations qui circulent dans des réseaux honduriens, guatémaltèques, salvadoriens, etc. Donc cette idée d'un transnational par procuration, ou d'accéder à des ressources transnationales par procuration, elle me semble intéressante parce qu'elle pose au moins deux questions. La première, c'est de dire qu'est-ce que c'est que l'expérience transnationale, finalement? Où est-ce qu'elle commence, hein? Où est-ce qu'elle est comment elle peut devenir, disons, une ressource, hein? Est-ce qu'on peut l'emprunter à d'autres, hein? Et on voit bien que, là je fais une autre petite parenthèse, pardon, mais je reviens d'une période passée à Mexico en tant que coopérateur scientifique, enfin, ou je sais pas comment on peut appeler ça, d'expatrié. Le transnational de l'expatrié, il démarre le premier jour de son arrivée. Il y a les collègues venus avant, il y a les collègues avec lesquels on reste en lien à Paris, au bureau, etc. Il est immédiat. Dans ces logiques migratoires actuelles, en tout cas telles que je peux les observer, il est loin d'être une évidence, hein, mais par contre, il y a la nécessité, le besoin de chercher des pistes d'entrée, hein, des manières d'accéder à du transnational qui pourrait être utile. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit comment la question de l'accès à des réseaux technologiques, disons, ou tirer parti des réseaux technologiques peut faire partie de cet aspect-là. Et le deuxième aspect, et sur ceci je termine, c'est que, évidemment, ça pose la question de la confiance, me semble-t-il, ça pose la question de la qualité
de l'information qui circule, ça pose la question, pardon, de l'émetteur-récepteur, hein, de ces types de ressources et de son possible usage. Et la crise Covid dans les Amériques, et en particulier entre Amérique centrale, Mexique et États-Unis, a bien montré que à la fois cette information est essentielle, hein, savoir où est-ce que ça passe encore, où est-ce que ça passe plus, savoir s'arrêter avant de buter contre l'endroit le plus dangereux, etc. Donc c'est évidemment central, mais en même temps, l'information non fiable est aussi un risque. Hein, et pour beaucoup de personnes qu'on a pu enquêter là pendant la période Covid, la question n'était pas tant celle du risque de maladie, elle n'était pas tant celle du risque du confinement, parce qu'il est resté relatif, mais elle était plutôt celle du risque de la mauvaise information, hein, qui va nous amener à buter contre une situation, à se trouver pris dans des situations de violence extrême. Donc c'était finalement la qualité de l'information qui circule dans ces réseaux, dont on sait qu'elle est extrêmement difficile à maîtriser. C'est pour ça que je parlais de la confiance dans les réseaux qui permettaient les dispositifs transnationaux classiques. On pourrait dire que la confiance était assez maximale, hein, liée à l'expérience d'un proche, d'une famille ou d'une communauté d'origine. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus questionnable, elle est beaucoup plus aléatoire, et donc elle pose aussi cette question-là de les conditions actuelles de construction de dispositifs transnationaux dans des situations de blocage et de contrainte. Voilà, merci beaucoup.